moi, je ne crois pas que ce concert, le concert dont vous parlez, je ne crois pas que cette date a été prise au hasard. Pourquoi? Parce que quand je regarde la tête d'affiche de ce concert, Maître Gims, qui est un très grand artiste, hein, que je salue en tant qu'artiste. Mais le problème, c'est qu'il a un problème avec la communauté Tutsi, et c'est lui-même qui le dit. Si vous regardez les propos qu'il a tenus, c'est des propos... Ça veut dire, on n'efface pas la haine d'un Tutsi avec du jus d'orange et puis boum, 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 c'est ça? Exactement. Pour moi, ça veut dire que c'est avec le physique qu'il faut le faire. Donc pour moi, c'est des propos, laisse-moi terminer, c'est des propos pour moi qui incitent à la haine, qui incitent à la violence contre le Tutsi. Et c'est cette personne-là qui est la tête d'affiche de ce conseil qui est organisé à la date exacte de commémoration du génocide commis contre le Tutsi. Bonjour chers téléspectateurs de Global Africa Télé Sud, bienvenue dans votre émission Entretien du jour. Aujourd'hui, nous recevons Maître Richard Gisagara, qui est avocat en France et au Rwanda des victimes du génocide. Nous, avant de continuer notre émission, nous en profitons pour faire un clin d'œil aux victimes, aux femmes de la RDC tributaires de l'invasion rwandaise en RDC. Et aussi faire un clin d'œil à la communauté musulmane qui est en fin de Ramadan et à la communauté chrétienne qui finit également son carême. Donc tout de suite, nous allons enchaîner avec Maître Richard Gisagara. Maître Richard Gisagara, avocat des victimes Tutsi Hutu qui ont été génocidés à partir de 1994. Bientôt, le 7 avril, ça sera la date commémorative de ce génocide. Alors, aujourd'hui, il y a d'autres victimes qui sont faites, cette fois à l'est de la RDC. Entre 800 000 victimes et 1 million de victimes de génocide, aujourd'hui, près de 30 ans après, nous sommes à près de 10 millions de victimes dans l'est de la RDC. Quel est votre regard sur ces victimes? Merci Madame Kanté, je vous remercie déjà pour votre invitation. Et ça me fait plaisir d'être ici avec vous et de débattre de cette question. Vous avez évoqué la commémoration qui va arriver, la commémoration du génocide commis contre les Tutsis. Et c'est vrai que dans presque 2 semaines, le 7 avril, nous allons commémorer pour la 30e fois le génocide commis contre les Tutsis qui a fait plus d'1 million de morts. Alors, pour vous répondre, je voulais d'abord vous dire une première chose, parce qu'il y a une chose que les victimes du génocide commis contre les Tutsis n'aiment pas, c'est la concurrence des mémoires. La concurrence des mémoires, c'est quelque chose de très malsain. Toutes les victimes sont des victimes. Il n'y a pas d'un côté des victimes de tel génocide, de tel massacre ou de telle tragédie. Il n'y a que des victimes. Les victimes d'un génocide, ils ont, je dirais, une caractéristique, c'est qu'un génocide, c'est quelque chose de spécifique. Ce n'est pas... C'était un ciblage... Voilà, un génocide, c'est différent. Quand les victimes d'un génocide ne sont pas... ce sont des victimes, une première, voilà. Mais un génocide, c'est différent d'une guerre, c'est différent des massacres, c'est différent des racismes. Il n'y a pas de comparaison. Absolument. Les deux. Il n'y a pas de comparaison. J'ai entendu que vous avez fait un clin d'œil aux victimes de la guerre qui se passe dans l'est du Congo, mais je suis surpris que vous n'avez pas non plus peut-être dit que vous inclinez aussi face aux victimes du génocide commis contre les Tutsis, alors que vous l'avez évoqué. Donc, mais moi, attendez, quand je parle de commémoration, il y a déjà une inclinaison. Parce que le 7, ça sera la commémoration. Quand on dit commémoration, on s'incline. Ne vous inquiétez pas. Merci. Chaque 7 avril, la plupart des grands médias m'invitent à donner mon avis sur l'évolution, surtout avec la France de ce génocide. Ça, ne vous en faites pas. Si vous allez chercher, vous trouverez les victimes. Pour moi, surtout les femmes, c'est très cher. La femme est constructive de l'humanité. Donc, quand il lui arrive quelque chose, forcément, nous
nous serons là pour au moins un soutien des soutiens de quelque façon. Oui, alors, je vous remercie pour cette précision. Je tenais à ce qu'il soit précis. Mais vous m'avez posé la question de savoir comment je me positionnais. Si je comprends bien, je me positionnais par rapport à la commémoration du génocide commis contre les Tutsis. Non, pas du tout. Je vous demandais comment voyez-vous les victimes de l'Est de la RDC, puisque vous êtes avocat des génocides Tutsis. Je vais vous répondre. Déjà, donc, j'ai tenu à faire la distinction entre les deux, puisqu'il y a d'un côté, partout, ce sont tous des victimes, hein, ça nous sommes d'accord. Mais d'un côté, il y a les victimes d'un génocide. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans l'Est du Congo. Bon, ça, vous l'avez déjà dit, nous allons un peu avancer. Alors, aujourd'hui, nous enregistrons notre émission au moment où il y a une grande polémique, justement, autour de la date du 7 avril, où des artistes, la grande ange de Kidjo, Youssoufa, Maître Gims, qui ont choisi la date du 7 avril, peut-être que exprès, peut-être pas. En tout cas, Assalfo, hier, sur RFI, a dit que quand on parle de paix, lui serait venu, même si c'est le 7. Maintenant, il faut faire la différence entre un concert pour la paix et la politisation que ça donne. Or, vous, je voudrais savoir quelle est votre posture par rapport à ce concert qui, malgré le fait que la maire de Paris a saisi le préfet a voulu que ça soit maintenu. Oui, je vous remercie de me donner la parole sur ce sujet. Pour moi, je pense que ça dépasse la polémique. Ce n'est pas qu'une polémique, c'est quelque chose de choquant. J'ai été choqué, comme la communauté rwandaise, comme les personnes qui sont sensibles à la commémoration du génocide commis contre les Tutsis. Vous savez, ça a fait, le génocide commis contre les Tutsis, nous l'avons dit tout à l'heure, ça fait plus d'1 million de morts qui sont morts dans des circonstances qui n'ont jamais eu lieu dans le monde. Et la communauté internationale, la communauté française, puisque nous sommes en France, le Rwanda évidemment, mais toute la communauté internationale, pas une décision qui a été prise par les Nations Unies. La France a aussi décidé par un arrêté qui a été promulgué il y a quelques années, qui fait du 7 avril une journée de commémoration du génocide commis contre les Tutsis. Alors, moi, je ne crois pas que ce concert, le concert dont vous parlez, je ne crois pas que cette date a été prise au hasard. Pourquoi? Parce que quand je regarde la tête d'affiche de ce concert, Maître Gims, qui est un très grand artiste, hein, que je salue en tant qu'artiste. Mais le problème, c'est qu'il a un problème avec la communauté Tutsi, et c'est lui-même qui le dit. Si vous regardez les propos qu'il a tenus, c'est des propos ça veut dire on n'efface pas la haine d'un Tutsi avec du jus d'orange et puis boum, 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 c'est ça? Exactement. Pour moi, ces propos, si je les interprète, venir dire comme ça, qu'on ne peut pas calmer la haine d'un Tutsi avec un jus d'orange et mimer le tir d'un fusil, pour moi, ça veut dire que c'est avec le fusil qu'il faut le faire. Donc pour moi, c'est des propos, laisse-moi terminer, c'est des propos pour moi qui incitent à la haine, qui incitent à la violence contre le Tutsi. Et c'est cette personne-là qui est la tête d'affiche de ce conseil qui est organisé à la date exacte de commémoration du génocide commis contre les Tutsis. Donc pour nous, ce n'est pas un hasard du tout, c'est une provocation, c'est une apologie à ce genre de propos. Et c'est pour ça que nous avons été choqués de voir que ce concert a été organisé. Je suis d'accord avec vous, je pense qu'il y a peut-être certaines personnes qui n'étaient pas au courant. Peut-être qu'il y en avait. Mais aujourd'hui, permettez-moi de vous dire une chose, c'est que le génocide, il y a aujourd'hui effectivement des enfants tués en RDC. Il y a effectivement ça et que le fonds de ce concert, une partie du fonds en tout cas, partirait à l'UNICEF pour qu'il gère ces enfants. Non, l'UNICEF, c'est désolidariser. C'est de solidariser. Parce que l'UNICEF est conscient du fait que on n'a pas voulu la polémique de... C'est pas qu'il n'a pas voulu la polémique, non, c'est parce qu'ils se sont rendus compte de cette manipulation. Oui. Ils ont voulu, on ne va pas s'associer à cette manipulation. Ce que je vais vous dire, après le génocide rwandais, le génocide commis contre les Tutsis, ce n'est pas un génocide rwandais. Parce que vous savez, on ne dit pas le génocide allemand. Contre les Tutsis, il y a eu des procès. Il y a jusqu'à présent des traques. Au Mali, par exemple, vous avez depuis que les Nations Unies ont décidé d'incarcérer au Mali votre ancien Premier ministre et 4 colonels, dont 1 ou 2 sont déjà décédés depuis, qui sont au Mali, il y a 7 traques et encore... La semaine dernière, on a vu que même la veuve Agathe Habyarimana, oui.
Abraïmana n'est pas à l'abri d'un procès parce que les gens regardent ce côté. Ça fait Ça veut dire que que ce soit du point de vue humanitaire, parce qu'on a vu comment le monde a porté tous ces outils-là. On a fait des Corneilles musiciens, des grandes stars ici et là. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi que des gens pensent aux victimes congolaises de l'Est de la RDC à grande échelle aussi? Ben oui, mais il est temps. Enfin, mais vous savez, il est toujours temps de penser aux victimes. Mais vous savez, le thème retenu pour ce conseil, c'est un thème qui parle à tout le monde. Vous savez, dans la communauté rwandaise, l'association communauté rwandaise de France, dont je suis l'avocat, a dans ses objectifs l'assistance des victimes. Vous savez, je vous ai dit au départ, ce n'est pas que nous ne sommes pas, comment dire, nous sommes aussi interpellés par la souffrance des victimes. Il y a une guerre au Congo, tout le monde sait qu'il y a une guerre au Congo. Et tout le monde, y compris moi et vous, et nous sommes tous ici conscients et nous sommes aussi compatissants à la douleur des victimes. Et le thème qui est proposé pour ce concept est un thème noble. La communauté rwandaise l'a déjà dit dans le communiqué qu'il a fait. C'est un thème qui est noble. Tout le monde s'inscrit dans ce thème. Tout ce qui permet de venir en aide aux victimes est le bienvenu. Ce que nous ne voulons pas, c'est l'instrumentalisation de ce thème pour faire une apologie de l'incitation à la haine. Ça, c'est vraiment la difficulté. Oui. Que ce soit clair, nous sommes compatissants, nous sommes conscients qu'il y a des personnes qui sont victimes d'une guerre qui est au Congo. Vous savez, personne ne peut comprendre la douleur des victimes qu'un rescapé du génocide. Vous êtes avocat, les Rwandais vous ne considérez pas le temps, mais moi j'ai un problème avec le temps parce que l'émission va, si on n'avance pas, si nous restons sur le même sujet depuis le départ, on n'ira pas bien loin. Non, vous soutenez Kagame. Je soutiens le gouvernement rwandais qui est dirigé par Paul Kagame, qui est le président élu par les Rwandais. Qui a été indexé par les Nations Unies pour l'agression, l'invasion, en soutenant l'armée, avec son armée qui soutient le M23, qui fait des victimes dans l'Est de la RDC. Comment expliquez-vous ce soutien Kagame face à son engagement qui fait des victimes, des morts, des femmes, des enfants et de ce que je sais, Madame Kanté, c'est que le gouvernement rwandais, et ça c'est reconnu, le gouvernement rwandais ne s'en cache pas, le gouvernement rwandais dit, en tout cas il a toujours affirmé, qu'il comprend la cause du M23. Donc dire qu'il soutient le M23, moi je ne sais pas s'il soutient ou s'il ne soutient pas, mais ce que je sais, c'est que le gouvernement rwandais comprend la cause du M23. C'est une cause que tout le monde devrait comprendre. Je pense que c'est quand même être dénié de sa nationalité. Je pense que Mme Kanté, c'est quelque chose que vous devrez comprendre vous-même. Vous voulez parler des Tutsis Congolais, Congolais de la RDC à qui on dénie la nationalité congolaise. Oui, c'est des gens qui ont pris des armes contre leur propre Vous n'allez gouvernement. pas dire que l'enquête menée par les Nations Unies est une fake enquête. Parce que là-dedans, on voit, j'arrive, là-dedans, on voit comment le Rwanda a été plusieurs fois premier exportateur de minerais qui ne possède pas. Je vais vous donner par exemple... Donnez-moi un exemple. Oui. Pour l'or, le coltan, par exemple, le Rwanda a exporté plus de 2000 tonnes, contre seulement 1800 tonnes cette année, l'année 2024, oui. et une année surpassée, en tout cas deux fois. Qu'est-ce qui vous dit que ça ne vient pas du Rwanda, ce coltan? On sait que le Rwanda a un tout petit peu de coltan. Non, mais vous savez, il y a beaucoup de fake news qui circulent. Ces derniers temps, je crois que si vous regardez... On sait que le Rwanda a un tout petit peu, surtout de tungstène qu'il a. Il y a des mines de coltan au Rwanda. Il y a de l'étain. Il y a des mines de coltan au Rwanda. Il faut regarder les émissions. Oui, mais d'accord. Oui. Autre chose, si vous le dites, autre chose, c'est que tout le monde condamne, y compris l'Union européenne, y compris les voisins, enfin certains voisins, même si l'Ouganda et Sassou Nguesso semblent être du côté des Tutsis ou du Rwanda, comme agir à plus ou moins divers degrés contre la RDC. Est-ce que... Vous savez, ce conflit, il ne faut pas l'ethniciser. En fait, ce n'est pas des Tutsis contre d'autres. Hein. Vous savez, c'est beaucoup plus large que ça. Oui, c'est beaucoup plus large. Il n'y a pas qu'une affaire de Tutsis.
de tout. Vous savez, dans le M23, hein, les gens qui sont dans le M23, ils ne sont pas tous Tutsis. Hein. Il y a des Congolais, il y a des Bachis. Oui, on sait que Corneille Nangaa, par exemple, de l'Alliance des forces congolaises, il n'est pas Tutsi. Il n'est pas Tutsi. Okay, donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà. Oui. Mais ce qui nous revient, surtout des Nations Unies, c'est que le Rwanda, Kagame, a utilisé ces Tutsis-là en les renforçant avec ses Tutsis à lui et son armée à lui pour envahir dans une sorte de colonie de peuplement et de pillage de matières premières cette partie de la RDC qui fait des morts. Nous n'allons pas être d'accord. Nous n'allons pas être d'accord sur son point. Voilà, d'abord, il faut pas ethniciser ce conflit. C'est justement ça le grand problème dans l'est du Congo. Parce que ce qui était un problème politique qui aurait pu être résolu, il y a des politiciens qui ont voulu ethniciser ça, qui ont voulu en faire une guerre contre ce qu'ils appellent des Nilotiques, contre des Bantous, et qui veulent exporter l'idéologie génocidaire dans ce conflit-là. C'est juste des politiciens qui sont à mal de réussite économique, qui veulent juste en faire une guerre ethnique. Donc c'est ça, justement, c'est votre rôle. C'est votre rôle en tant qu'Africain d'aller au-delà de cette Je tente avec vous d'avoir des réponses. Est-ce que vous reconnaissez au moins que quand Tshisekedi est venu au pouvoir, l'un de ses premiers gestes, c'était de se déplacer au Rwanda contre l'avis de la majorité des RDC qui l'ont quasiment pris à partie parce qu'il avait justement voulu gérer avec son frère Kagame à l'époque, comme il l'appelait, de façon diplomatique. Oui. Alors, si il est venu au Rwanda, c'était une bonne chose. Et nous aussi, nous avons été contents en tant que Rwandais. On s'est dit, ah, ça y est, il y avait une difficulté. Surtout que nous connaissions la position de son père. Son père Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, qui est un homme qui lui avait compris, je ne sais pas si vous connaissez les propos du père de Félix Tshisekedi, les propos vous pouvez par rapport à la guerre. Oui, parce que lui, il avait compris cette problématique. Il avait dit que il y a une faute qui a été commise dès le départ par le Congo en admettant sur son territoire des gens en armes. Ça, c'est une faute, c'est même pas une erreur. Ça, c'est de l'époque de Kabila père, qui avait d'ailleurs... Non, c'est à l'époque de Mobutu. C'est à l'époque de Mobutu. C'est ce que nous payons aujourd'hui. Et donc, c'est là où naissent les Banyamulenge, les Banyarwanda et qu'on sort à cette époque-là. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Les Banyamulenge, c'est des gens qui sont au Congo avant la venue du colon. Avant la venue du colon. Vous savez, dans l'est du Congo... Mobutu avait naturalisé. À un moment, il les a naturalisés. À un moment, vous savez, le problème de la nationalité, c'est pour ça que je vous dis que c'est quelque chose que vous devrez comprendre, vous. Parce que quand on dit à une personne qui est née dans un pays, on lui dit que vous n'êtes pas de cette nationalité-là, parce que vous auriez d'autres origines, parce que vous venez d'ailleurs, c'est quelque chose qui va un jour ou l'autre poser problème. Parce que ces gens, les Banyamulenge dont vous parlez, c'est des gens qui sont dans les territoires. Vous savez, d'ailleurs, les Banyamulenge sont dans le 18e siècle. Depuis le 18e siècle, au même moins, un peu avant. Oui, ils ont été identifiés. En tout cas, les premiers documents datent du 18e siècle. Oui, mais nous savons tous comment le problème foncier peut conduire. Donc, entre autres, la crise ivoirienne en 2002 était basée aussi sur les problèmes fonciers. Exactement. Mais maître, oui. Est-ce que c'est une raison d'accompagner le M23 à faire subir ce qu'il fait subir à l'est de la RDC et en refusant de prendre part au processus de Luanda, où là, on vient de voir Lorenzo qui a jeté l'éponge, qui ne veut plus être médiateur entre la RDC et le il ne vous a pas échappé que les deux présidents se sont rencontrés. Oui, mais en dehors du continent, parce qu'il prévalait plus de problèmes, des problèmes économiques. Mais là, sur le continent, avec un acteur qui devient... avant de devenir président de l'Union africaine et après qu'il ait été président de l'Union africaine, bafouer son rôle, sa médiation, au point qu'il jette l'éponge dans cette médiation-là, est-ce que vous comprenez la gravité au moins ? Non, mais la gravité, vous savez, c'est un problème grave. Hein. Vous savez, le Rwanda, moi je suis rwandais, nous sommes à côté. Vous savez, nous,
ont subi la crise du Congo. Un instant, je vais vous laisser parler, mais un coup, c'est Kagame qui ne vient pas, le deuxième coup, c'est le M23 qui ne vient pas. Non, ça, c'est pas vrai. Oui, je vous écoute. Je vous explique. Quand vous dites que le président Kagame ne s'est pas rendu, je ne suis pas porte-parole du gouvernement rwandais, je parle en tant que Rwandais. Quand vous dites que le président Kagame ne s'est pas présenté à Luanda, il y a une explication, c'est parce que les gens ont voulu instrumentaliser ça. C'est parce que la veille de cette rencontre, les ministres se sont rencontrés pour préparer le document qui devait être signé. À l'ordre du jour, il n'y avait qu'un seul élément, c'était la signature de l'accord entre les deux pays. Comme ça se passe tout le temps dans ces sommets, les ministres se rencontrent d'abord la veille, se mettent d'accord sur le texte et les présidents reviennent le lendemain pour signer. Or, la veille, les ministres avaient constaté un échec puisqu'ils n'étaient pas arrivés à se mettre d'accord sur le texte. Il n'y avait pas de raison que le président se déplace puisqu'il n'y avait pas d'accord à signer. Et ce qui portait la raison, le point de choppement, c'était les négociations entre le M23 et le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi et le gouvernement avaient refusé cet accord, mais aujourd'hui, il accepte. Et donc maintenant, dites-moi où est la faute. Qu'est-ce qui a fait tarder cet accord? Est-ce qu'il n'aurait pas dû accepter dès Luanda la négociation directe avec le M23 au lieu d'attendre la guerre aujourd'hui? Et aujourd'hui, ils ont accepté. Est-ce que vous comprenez l'avalanche des condamnations, même s'il n'y a pas de sanction jusqu'à présent contre le Rwanda ni contre Kagame? Est-ce que vous comprenez l'avalanche des sanctions venues? Moi, ce que je comprends, oui, ben c'est devenu de l'étranger. Mais moi, ce que je préfère... Venu de l'étranger. Vous auriez voulu que ça vienne d'où? Moi, ce que je préfère regarder, Madame Kant, ce que je préfère regarder, nous sommes sur Télé-Sud, une radio destinée à l'Afrique. Ce que je préfère, une télévision destinée principalement à nous autres Africains. Vous savez, ce que moi je préfère, ce que je donne le plus de poids, c'est le regard africain sur la crise. Et le regard africain sur la crise est tellement différent de ce que vous êtes en train de me dire. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est le regard occidental. Vous me parlez de l'Union européenne, oui, vous me parlez de l'Union européenne. Attends, moi, je regarde la décision qui a été prise. Géographiquement, je ne suis pas très loin de vous parce que je peux vous dire à Jambo, à Bari, Muzuri, à Bariwetu. C'est très bien. Je peux vous parler comme ça. C'est pour ça que vous devez comprendre mieux cette crise. Vous savez que ce média est un média africain, que vous et moi sommes des Africains, et qu'il y a des implications. Mais vous savez également que non plus l'Afrique n'est pas repliée sur elle-même, et que les implications font que le coltron n'est pas acheté par exemple par les Africains. Non, c'est parce que les Africains ont compris la profondeur, ont compris les causes profondes, parce que les Africains veulent résoudre le problème en regardant les causes profondes. Et c'est ça que l'Union africaine a dit. Il faut regarder les causes profondes. Ce n'est pas ce que les Occidentaux font. Les Occidentaux s'inquiètent juste pour les mines, s'inquiètent juste pour les minéraux qu'ils vont récupérer. Mais les Africains, c'est pour ça que l'Union africaine... Vous parlez des entreprises occidentales ou des dirigeants occidentaux? Ça va ensemble. Ça va ensemble. Ce sont ces sociétés qui font élire les représentants, qui font élire les hommes politiques. Donc, qu'est-ce qui vous gêne, par exemple, sur le protocole d'accord de l'Union européenne qui veut, entre autres, qu'il y ait traçabilité pour savoir... Nous sommes très d'accord. Qui ne produit pas quoi? Ben oui, justement. Justement, c'est là où... qui n'a pas... ce protocole d'accord n'existe d'ailleurs pas qu'entre la RDC ou le Rwanda. Ça a commencé d'abord par la RDC, la Namibie. Il y a la même chose avec le Canada, les pays de l'Amérique latine, mais... C'est une très bonne chose, le Rwanda l'a signé. Justement, c'est le Congo aujourd'hui qui demande à ce que ce protocole d'accord soit retiré au Rwanda, alors qu'effectivement, il permet de tracer l'origine des minéraux. Justement, pourquoi ça les gêne? Ça les gêne parce que ça ne va pas avec le narratif qui consiste à dire que tous les minéraux qui sont exportés par le Rwanda et puis en RDC. C'est ça qui les gêne. C'est pour ça qu'ils demandent que le protocole qui a été signé avec le Rwanda et l'Union européenne soit retiré, parce que ça les dérange. Ce protocole a été signé par le Rwanda. Le Rwanda certifie que tout le minerai qu'il exporte a été acquis légalement ou extrait légalement du Rwanda. Et c'est pour ça en fait qu'il y a une incompréhension. D'un côté, vous demandez, vous plaignez que les minerais qui sont exportés par le Rwanda viennent du Congo. De l'autre côté, vous demandez à ce que la traçabilité, le protocole sur la traçabilité soit retiré. Vous voyez, ce n'est pas cohérent. Nous nous acheminons vers la fin de cette émission, maître. Qu'est-ce que vous voudriez pour votre Afrique, pour le Congo, pour la RDC, pour toutes ces victimes? Oui, alors c'est une très bonne question. Ce que je souhaite en premier lieu, c'est la paix.
C'est la paix pour tout le Congo, en commençant par le sud, par le sud ou le nord et le sud du Kivu. Parce que le Kivu, vous savez, le Kivu, Goma et Bukavu, c'est à 3 heures de Kigali. Vous savez, s'il y a une personne, s'il y a des gens qui sont affectés en premier lieu par l'insécurité dans l'est du Congo, c'est le Rwanda. Ce sont les Rwandais, beaucoup plus que les politiciens de Kinshasa. Kinshasa, vous savez, c'est à 2500 km de Bukavu, c'est à 2500 km de Goma. C'est comme si quelqu'un qui était à Paris s'inquiétait de ce qui se passe à Moscou. Donc c'est pour ça que le Rwanda qui est à 3 heures, que la capitale est à 3 heures du Kivu, s'inquiète, voudrait qu'il y ait sécurité et que les deux peuples puissent, comme ils l'ont fait auparavant, à faire des affaires, à vivre en harmonie. Nous parlons presque la même langue. Vous m'avez cité tout à l'heure des expressions en langue swahili qui sont aussi utilisées au Rwanda. Nous sommes un même peuple. Nous ne demandons qu'à vivre en paix. Moi, ce que je souhaite pour le peuple... Qu'est-ce que vous demanderez particulièrement à Kagame si la paix devrait passer par lui? Moi, je ne sais pas ce que je lui demandais qu'il n'a pas encore fait. Ce qu'il a fait aujourd'hui, mais ce qu'il fait aujourd'hui... Ça fait 30 ans qu'il y a ces victimes-là, et ça fait 30 ans que ça s'exacerbe de plus en plus. Vous savez... Ça fait 30 ans, en 30 ans, le Rwanda a quand même pu installer une usine de transformation de matières premières dont certains qui ne possèdent pas. Oui, non, mais ça, c'est vous. Nous venons de dire tout à l'heure, nous venons de voir, vous et moi, qu'il y a un processus de traçabilité qui permet de tracer que ces minerais viennent du Rwanda, première chose. Deuxième chose, il y a toujours des fake news qui disent que le Rwanda n'a pas le coltan, n'a pas l'or, alors que c'est le même roche entre le Rwanda. Est-ce que vous savez, les mines ne se sont pas arrêtées à la frontière? C'est un peu comme ça et un peu comme ça. Ça ne s'est pas arrêté à la frontière. Et que c'est comme pour les langues aussi. Alors, il y en a de part et d'autre, il y a des minerais de part et d'autre, mais c'est la proportion, en fait, dire que la proportion qu'il faut voir, à quelle proportion le Rwanda l'a. Oui. Voilà, donc, juste une chose pour laquelle je vais terminer, c'est parce que c'est pour dire en fait à nos amis, à nos frères du Congo, qu'en fait nous avons le même ennemi. Le même ennemi, c'est celui-là qui a commis le génocide au Rwanda. Ce sont les FDLR qui sont allés au Congo. Vous savez, l'insécurité au Congo. Ces personnes qui étaient chassées du Congo, la plupart étaient chassées par les FDLR. Nous avons les mêmes ennemis. C'est les mêmes ennemis. Il faut neutraliser les FDLR. Il faut neutraliser. C'est une milice génocidaire qui a fait 1 million de morts au Rwanda. Il ne peut pas apporter du bien au Congo. Et donc, l'intégrer dans l'armée de FARDC ne pouvait apporter que ce qu'il a apporté aujourd'hui, l'insécurité, la désolation et le sang. Donc, nous avons les mêmes ennemis. Il faut neutraliser ce genre-là. Et puis après, les deux pays pourront vivre en paix. Merci, Maître Richard Gisagara. Je rappelle que vous êtes avocat en France et au Rwanda des victimes du génocide et que nous avons abordé plusieurs pans de la situation dans l'est de la RDC où est accusé le Rwanda d'invasion et de crimes contre l'humanité par beaucoup d'institutions et de pays de plus en plus. J'espère que votre message est passé, que la paix reviendra dans cette partie de la RDC où nous avons une pensée forte pour les femmes de cette partie de l'Afrique, de cette partie de la RDC, et souhaitons bonne fin de Ramadan et de Carême aux communautés musulmanes et chrétiennes qui vont bientôt célébrer les fins de ces mois de Ramadan et de Carême. C'est bien ça. Merci beaucoup. Et nous sommes aujourd'hui à 100 000 vues sur notre YouTube. Vous incitons toujours à de plus en plus vous abonner pour qu'on grandisse ensemble et être plus forts ensemble. Merci encore à Maître. Je vous remercie pour votre invitation.